Donc, je ne sais pas si vous me connaissez, moi donc, je fais des films. Je fais des films d'action et j'ai fait des très gros films d'action. Donc, la chance c'est que c'est des films qui ont marché. Et on va parler rapidement. En fait, ce que je n'avais jamais fait ici, c'est que quand vous voyez un film d'action, vous n'avez aucune idée de la façon dont on fait ça. Et aujourd'hui, on pense que tout est fait en image de synthèse. Et là, je vais vous montrer qu'en fait, on fait 80%, 90% tout en vrai. Et que la synthèse, l'IA nous aide juste à, on va dire, à rendre les choses plus fluides. Voilà. Vous allez voir comment c'est comme un peu des gamins qui jouent avec des petites voitures. Ça commence par ça, en fait, quand on écrit une scène d'action. On prend des voitures de quand on était môme, et puis on filme comment on va faire avec les petites voitures. C'est vraiment, vous connaissez Rémi Julienne, j'imagine tous, Michel Julienne, son fils. Et en fait, toutes les scènes qu'on a mises en place, en tout cas pour les scènes de bagnole, où là vous allez voir la scène d'action, c'est fait en fait, on matérialise les choses pour que tout le monde comprenne comment ça va se passer. Parce que si vous écrivez sur papier les choses, personne ne comprend rien. Comme je dis souvent, un film d'action, c'est pas que un film d'action. Il y a des comédiens, donc en fait, on fait un premier film, qui est un film avec des comédiens, comme tout le monde fait, où il y a de l'émotion, où on répète. Et l'action, c'est un deuxième film qu'on fait à côté. C'est un film qu'on fait technologiquement, techniquement, qui est vraiment un film qui se construit mécaniquement. Et donc, c'est un peu schizophrénique, parce que quand vous êtes un réalisateur de films d'action, plus dans la journée, vous avez en général une demi-journée avec les comédiens. Pendant ce temps, on prépare l'action, puis l'après-midi, on fait que de l'action sans les comédiens, avec des cascades, et ainsi de suite. C'est pour ça que c'est pas très français, parce que on n'a pas cette culture-là ici. Et moi, quand j'ai commencé à faire mon premier film d'action, en tout cas comme les gens l'ont déterminé, c'était mon deuxième film de cinéma, j'ai dû un peu, personne m'a expliqué, donc j'ai dû faire ça un petit peu par moi-même. Et j'ai compris assez rapidement qu'en fait, il faut se dissocier dans son cerveau les deux choses. Avoir le travail avec les comédiens, qui est hyper important, du début à la fin du film, et puis couper, avoir un autre film technologique avec toute une partie d'équipe. La principale chose quand vous faites des films comme ça, c'est les gens autour de vous. On voit toujours les grands réalisateurs, les grands acteurs. Déjà, ce n'est pas les acteurs qui font les films. Vous connaissez les acteurs, vous connaissez Tom Cruise, mais ce n'est pas lui qui fait le film. Derrière, il y a un monsieur qui s'appelle un réalisateur qui fait tout le film. Il y a un producteur qui trouve l'argent pour faire le film. Et puis après, c'est une équipe entière. Cette équipe, elle est composée tout ce qui est à l'image, opérateur, pour le son, maquillage, coiffure, ça c'est comme dans un film normal. Mais après, quand vous faites de l'action, vous avez quelqu'un qui s'occupe des stun chorégrapheurs, qui s'occupe des cascades fight, c'est-à-dire des combats. Il y a quelqu'un qui s'occupe que des voitures, qui est spécialisé là-dessus. Quelqu'un qui s'occupe que des armes. Quelqu'un qui... Et puis après, à chaque fois, c'est des équipes. Quelqu'un qui s'occupe que des explosions et les effets spéciaux, et après il y a quelqu'un qui s'occupe de tout ce qui est post-production, c'est-à-dire les images de synthèse, et ainsi de suite. Donc ça fait des équipes énormes, et vous devez à chaque fois, effectivement, mettre tous ces gens, on va dire, en phase, et les organiser autour de l'idée que vous avez vue un jour, toute seule, devant votre ordinateur, à écrire une Porsche, enfin une voiture va venir arrêter un avion sur une piste d'atterrissage, ce qui paraît super simple. Mais après, quand vous avez écrit ça, super, et on va faire ça comment? Donc vous allez voir, mais là, vous expliquer comment on a fait. Voilà. On a fait un petit film avec, donc MacGuff, c'est une boîte de post-production française qui est l'une des plus grosses, c'est eux qui ont produit Les Mignons, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Ils ont fait ça, c'est quasiment aujourd'hui la plus grosse boîte de post-production, même dans le monde. Et donc Rodolphe Chadrier, on avait fait ça pour, à Clermont-Ferrand, il y a un grand festival de court-métrage. Et on nous avait demandé, comme c'est pas du tout l'ambiance de film d'action, on nous demande de temps en temps de venir et de parler d'un cinéma de genre, c'est différent. Et c'est comme ça qu'on a fait ce petit film, qui est une espèce de making-of. Vous voyez toutes les scènes d'action de Tekken 3 qui ont été analysées, et on vous explique et on vous montre à chaque fois comment la voiture ou comment l'avion fait ça, et ainsi de suite. Donc je vais essayer, parce que je ne suis pas du tout familier avec ce genre d'écran, donc d'arrêter plus ou moins. Par contre, tu peux m'enlever le son, ça sert à rien. En fait, il me sert strictement à rien parce que c'est de la musique tout bruit. Donc je vais vous expliquer petit à petit, j'arrêterai, je reviendrai en arrière et ainsi de suite. Un scénario, on va dire, un film d'action, ça commence avec un scénario. Vous écrivez une histoire simple, Tekken 3, enfin simple, j'ai déjà eu le 1. Avec des anciens services spéciaux qui est divorcé, sa fille part en Europe pour un voyage, elle se fait enlever,
il a décidé d'aller la chercher lui-même parce qu'il voit que personne ne va y aller. Et à partir de là, commence la trilogie. Le film fonctionne, plus que fonctionnait, c'était un petit film à l'époque. Il faut savoir que Taken 1, c'est un film de cinéma fait, premier film de cinéma où on se disait tiens, on va aller chatouiller les Américains, mais on ne pensait pas du tout que ça allait donner ça. Ça a fait un énorme carton. C'est-à-dire que sur le territoire des Américains, on fait mieux qu'eux. Enfin, je ne dis pas grand-chose, mais quand on fait du cinéma, il faut savoir qu'on fait un film, si le film ne marche pas, on arrête de faire du cinéma. C'est comme si vous bossez, et puis le vendredi, vous n'avez pas vendu, vous n'avez pas fait votre bouffe, et vous dites lundi, vous ne revenez pas prendre la nuit. Nous, c'est la réalité de notre métier, donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est un métier qui est très compliqué, et où c'est le résultat qui compte. Basta, ce n'est pas votre personnalité, c'est le résultat. Et quand vous faites un film d'action, comme ça coûte un peu cher, je vais vous dire que si ça ne marche pas, vous n'en faites plus jamais. Donc Taken 1 marche, donc il décide de faire Taken 2. Taken 2, le problème c'est que Liam Neeson, entre-temps, Taken 1, il était un peu en descente dans sa carrière. C'est quelqu'un qui avait fait des films, il avait été oscarisable avec la liste de Schindler, tout ça. Donc il demande tout d'un coup beaucoup d'argent. Donc Taken 2, il demande beaucoup d'argent. Là, les producteurs se disent, on s'en fout de Liam Neeson, puisqu'en fait on peut le remplacer par n'importe qui. Sauf que ça se passe pas comme ça, parce que le public, il s'en fout pas de Liam Neeson, c'est devenu une icône. Donc du coup, on se retrouve à devoir négocier et à faire le film avec Liam Neeson. Mais ça veut dire que moi, derrière, réalisateur, sur le 2, j'ai moins d'argent que sur le 1. Parce que ce que va prendre Liam Neeson, moi j'ai le même budget, ce que va prendre Liam Neeson, ça va m'être enlevé de mon budget pour faire le film. Donc déjà, vous commencez à faire une série quand on fait une sequel, c'est-à-dire une série comme Taken 1, 2, 3, il y a un rapport financier qui est vachement important. Voilà. Donc un film, ça commence avec un scénario. Donc le premier scénario, c'était, il a réussi à libérer sa fille, il a tué beaucoup d'Albanais, enfin voilà, il rentre aux États-Unis, tout se passe bien. Arrive le 2, il est toujours divorcé, son ex-femme part en voyage en Turquie, et en fait, il les amène, ils se retrouvaient tous les trois, même s'ils sont séparés, en vacances en Turquie, et là, qu'est-ce qui se passe ? De nouveau, les méchants Albanais qui veulent se venger vont enlever la mère, vont kidnapper aussi, essayer de kidnapper Liam, et puis en fait, la fille va réussir à les sauver. On renverse complètement le process. La fille qui était à l'époque la kidnappée devient celle qui va sauver ses parents. Voilà. Sur la base, on va dire, ça s'appelle une tagline sur une ligne, ça fonctionne. Après, à faire, je vous promets que ça devient très compliqué. Donc, on se dit, on va aller, on ne sait pas que c'est à Istanbul à la base. C'est-à-dire qu'à la base, on écrit un peu l'histoire, et puis on se dit, qu'est-ce qu'il y a comme décor que les gens n'ont pas vu. Quand vous allez au cinéma, vous voulez avoir des choses nouvelles. Si je vous fais un film qui se passe à Hague, et de capturer et de faire les plans qu'on a storyboardés. Vous avez une espèce de bible, un livre, et à partir de là, chaque plan, vous allez devoir aller chercher des choses que vous n'avez pas se dire, je vais tourner la voiture qui saute, ainsi de suite. On met des caméras au sol, on fait ça vite parce qu'on apprend que James Bond se tourne aussi des voitures qui commencent à être à contresens. Là, il faut des caméras en mouvement, vous avez des caméras qui sont mises sur les voitures. En fait, on aura perdu le motion arm, mais bon, c'est comme ça, ça prend énormément de place. On est sur le Et scénario. on a eu l'idée il y a longtemps qu'on a fait tout ça. La partie émotion, scénario, c'est-à-dire les acteurs, machin, ainsi de suite, le cast, où on se dit, tiens, on va prendre un tel dans le cast, un casting, ainsi de suite, comme un film normal. Et puis la partie technique. Et là, on a la mise tout de A à Z, c'est-à-dire, on prend toutes les scènes d'action et on les réécrit, parce que Robert Mark-Hamill, qui est le scénariste, lui, il n'écrit pas l'action. Il fait une incroyable poursuite en voiture à travers Istanbul. Ça fait 17 minutes à la fin. Donc, vous avez un indice. Donc c'est lui qui s'y met, et là, on réécrit tout. Et là, j'appelle mon storyboarder. On se met tous les deux sur une, on va dire, on va tranquille dans le sud chez moi, et à partir de là, on recrée toute l'action. C'est-à-dire qu'on essaye de recréer tous les éléments rythmiques avec des reliefs et ainsi de suite. Et on réécrit l'action et on fait des dessins, ce qu'on appelle, vous allez les voir, dessins de situation, où on fait les décors, qu'il va se passer ça, la voiture a fait ça, et on réécrit tout ça. Et c'est la base de l'action, de ce qui va se passer après. Parce qu'à partir de là, ces dessins-là vont donner d'un côté le storyboard. Le storyboard, c'est toutes les images, et vous allez le voir, très précises, qu'on va tourner, mais comment on va la produire, cette image-là, c'est là où ça devient très compliqué. Il y a des fois un plan, donc une image de storyboard qui devient un plan dans le film. Ça prend une journée pour le faire. Ça paraît délirant, et elle va durer 3 secondes. Exemple là, un train qui va impacter une voiture, explosion,
Bon, vous voyez ça dans un film, vous faites où, mais en fait, à faire, c'est comment le train va arriver à la voiture, ou comment la voiture va être impactée pile à ce moment-là. Vous ne mettez pas quelqu'un dans la voiture, sinon ben, il meurt et on va tuer effectivement un cascadeur à chaque prise. Donc après, l'idée, elle vient un peu, chacun a ses... Et après, ben, on se dit, tiens, si on liait la voiture avec le train, donc si on mettait un câble qui fait que c'est le train qui tire la voiture à lui. Et en fait, au bout d'un moment, tout est fait comme ça. Et le cinéma, c'est fait que de trucs bidouillés comme ça. Donc quand vous faites le dessin de situation, bah, tout le monde se retrouve, c'est un peu notre point de départ pour après discuter avec toutes ces équipes-là. Et en fait, on se retrouve autour de, effectivement, dans une réunion à se dire comment on va faire ci, comment on va faire ça. Quand vous voyez l'avion, au début, on se dit, la scène de l'avion dans Tekken 3, par exemple, on se dit, on va le faire en synthèse. Enfin, devis, synthèse, presque 1,5 million d'euros. Donc 1,5 million d'euros, ça pique un peu. Donc, on ne peut pas faire ça comme ça. Donc après, on va faire une maquette. Une maquette, c'est qu'on demande à des gens de fabriquer dans une matière spéciale en résine un avion. Et là, ça coûte 800 000 euros. C'est encore un peu cher. Et puis après, on se dit, mais pourquoi on n'irait pas chercher un vieil avion? Donc on va au Bourget, on cherche, et là on trouve 2 avions, effectivement, qui ne marchent plus. Et là, on se dit, bon, et ça coûte 200 000 euros, c'est déjà là, on est passé d'1,2 million à 200 000. On dit, ça commence à devenir intéressant, sauf que il faut enlever les moteurs, tout ce qu'il y a dedans, voilà. Et là, on se dit, en fait, on est au Bourget, il y a une école d'ingénieurs. On va voir l'école d'ingénieurs, on leur dit, ça vous intéresserait de participer. Donc, tous les étudiants qui sont là, pour eux, c'est génial. Ils vont désosser un avion, travailler avec nous, être sur le tournage, remonter l'avion, et à la sortie, en plus, on leur donne les 2 avions qu'on a utilisés. Donc ça, c'est vraiment comment on fait des films d'action. C'est aussi pragmatique et aussi, on va dire, facile que ça. Mais on ne fait pas tout en synthèse aujourd'hui. On va commencer, donc je vais arrêter, je vais recommencer. Si vous n'avez pas compris, vous de ce que vous me demandez. Et donc vous allez voir tout le process donc, du storyboard jusqu'à l'action finale. Okay, alors, ça fait longtemps que j'ai pas vu le film, donc je vais être moi-même un peu, on va dire, surpris des fois. La dernière fois c'était à Téhéran en Iran, donc là ça quelques derrière. Est-ce que vous voyez bien? Ça va? Super. Oui, ça c'est le storyboard. Ça c'est les dessins de situation dont je vous ai parlé. Et ça c'est les images, toutes les images effectivement, qui sont dans le film. C'est les plans du film. C'est ce qu'on fait avant. C'est une BD en fait. C'est comme une BD, mais sauf que chaque plan c'est un plan qui va être tourné. Alors, à partir de là, on fait des répétitions. Tout ça c'est les répétitions qu'on fait soit sur le vrai autoroute, soit sur un parking. Et à partir de là, on fait les cascadeurs, vous voyez. Et on met en place, à l'intérieur de tout ça, tous les jouets, c'est-à-dire tous les instruments qui vont nous permettre de tourner et de capter et de faire les plans qu'on a storyboardés. Donc vous avez une espèce de bible, un livre, et à partir de là, chaque plan, vous allez devoir le faire. Donc se dire, je vais tourner la voiture qui saute, ainsi de suite, donc on met des caméras au sol, on fait ça comme ça c'est facile. Et quand vous avez des voitures qui commencent à être à contresens et à vouloir... Là, il faut des caméras en mouvement, donc vous avez des caméras qui sont mises sur une voiture, on appelle ça motion arm, mais bon, ça prend énormément de place. Et on a eu l'idée il y a très longtemps, quand on était en Afrique du Sud, comme on avait très peu de place, on s'est dit on va prendre un quad, on va faire la même chose en petit. Donc on a inventé en fait un nouveau système de tournage que tout le monde utilise maintenant. Et en fait on a fait, vous allez le voir à un moment, sauf que la quad c'est petit, il faut avoir c'est dangereux. Et puis vous, quand vous cadrez, vous êtes devant avec la caméra sur un benji avec une espèce de tendeur, et puis vous êtes parmi les voitures. Donc il faut quand même avoir un peu les couilles pour le faire, on va dire. Il n'y a pas grand monde qui se met devant quand vous êtes en train de le faire. Mais ça marche super bien. Donc tous ces jouets, nous on appelle ça les jouets, tous ces instruments, vous les mettez sur la table, et à partir de là, c'est comme ça que vous construisez petit à petit une scène on va dire comme celle-là, une scène d'action, et chaque petite image que vous avez fait dans le storyboard, cette image-là va être traitée de telle et telle et telle et telle façon. Voilà. Alors là, on a rajouté dans cette séquence-là la synthèse. La synthèse, c'est des images de synthèse faites par ordinateur. Pourquoi on arrive à rajouter que ça ne coûte pas trop cher? Parce que toutes les voitures, il faut savoir, ce qui coûte cher dans la synthèse, c'est la vectorisation. C'est, mettons, une chaise. Les chaises, il y a des banques et il y a des milliards de chaises. Ça coûte 0 aujourd'hui parce que tout le monde les a utilisées. Les voitures, ça commence à être pareil. Vous avez quasiment toutes les voitures qui existent en synthèse. Parce que les jeux vidéo ont développé, ils ont vendu des licences, et du coup maintenant on peut réutiliser tout leur travail. Donc c'est comme si on louait comme une application, en gros vous achetez, voilà. C'est un peu la même chose.
Donc en fait, les voitures, ça ne coûte pas hyper cher de racheter les licences de telle et telle et telle et telle voiture et de la vectorisation. C'est pour ça qu'on peut les utiliser. Donc ça nous sert à quoi? Ça nous sert en fait à rajouter des voitures dans le réel, ou à rajouter des choses. Vous verrez tout à l'heure sur d'autres choses. Un avion, c'est plus compliqué parce que des avions, en général, on n'a pas trop besoin d'avoir une vectorisation d'avion. Donc c'est un tout petit peu compliqué d'en trouver aujourd'hui. Donc c'est pour ça que dans les scènes de voitures, souvent, vous voyez John Wick, il y a des vraies voitures, parce qu'il y a des choses qu'on peut difficilement... l'œil humain s'habitue très rapidement, on va dire, aux effets spéciaux. Et puis il y a des voitures en synthèse qui viennent juste habiller et donner un peu plus de danger. Voilà. Vous voyez, ça c'est une voiture tout en synthèse. À partir de là, là on recommence et vous allez voir toutes les cascades et à chaque fois comment on va tourner, on va rajouter, cette voiture elle est rajoutée par exemple en synthèse alors que tout ce qui est derrière est vrai. Si vous ne comprenez pas, vous me dites, là c'est pareil, celle-là elle est fausse, mais la vraie voiture fait les vraies cascades. C'est-à-dire que tout ce qui est compliqué à faire en synthèse, c'est-à-dire la poussière, la déformation des pneus, tout ça, on le fait en vrai parce que ça, il faudrait des mois et des mois pour rendre vraiment et pour que les gens puissent voir ça dans une salle et avoir l'impression que c'est vrai, qu'ils sont impressionnés. Et on garde en synthèse que ce qui est vraiment la partie de décor, une voiture qui passe, des choses comme ça. Voilà. Alors, sur une genre de séquence comme ça se passe, c'était Michel Julienne qui organisait, qui faisait toutes les séquences de voitures sur le film depuis Transporteur. Vous voyez là, c'est le saut de la voiture quand il traverse l'autoroute, donc on saute en vrai, on arrive dans des cartons. C'est pas hyper simple. Je suis pas sûr, déjà le tremplin, vous voyez, vous avez 10 cm de chaque côté, donc déjà rien que ça, on utilise des gens qui s'appellent les Precision Drivers, c'est des gens qui viennent en général de la Formule 1, du WRC, qui sont des vrais pilotes, des vrais champions, qui après leur carrière, parce qu'ils n'ont plus le physique ou ils ont eu des accidents, travaillent dans le cinéma. Donc c'est que des gens qui sont, on dit toujours, n'essayez jamais de faire ce qu'on fait dans le cinéma, parce que dans le cinéma c'est des champions, c'est des gens qui, sur Transporteur 3, je me rappelle, on était dans une forêt, il y avait une course-poursuite, on était avec une Mercedes, une Audi, et puis c'était dans la forêt, c'est-à-dire dans les arbres, ainsi de suite, et puis les voitures étaient équipées pour... voilà. Puis à un moment on s'arrête, et puis le chauffeur me dit il va falloir qu'on change les pneus. Et en fait je dis pourquoi? Il dit on a les 4 pneus crevés. En fait on s'en était pas aperçu. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont une telle maîtrise de la conduite que en conduisant il avait corrigé au fur et à mesure, il a les 4 pneus crevés. Et on était, nous, en forêt avec des arbres partout, donc on aurait pu s'en prendre 15, et on s'en rend pas compte. Ça vous donne une idée du niveau de conduite. Voilà. Ils sont d'une précision absolue, ce qui n'empêche pas le danger et la possibilité d'accident. On se rappelle tous de l'accident sur le Taxi 2, mais bon, c'est une problématique mécanique. Systématiquement, on essaie de l'imputer à l'humain, parce que c'est souvent une problématique de rajout humain plus mécanique défaillante égale accident. Donc on essaye, nous, effectivement, de réduire au maximum la marge d'erreur et d'arriver à une sécurité absolue. Mais on utilise des gens qui sont au top systématiquement. S'il y a le moindre risque, on n'y va pas, tout simplement. Donc là, vous voyez, c'est la voiture qui passe et qui va passer au-dessus. Bon, évidemment, à un moment, on va effacer tous les cartons qu'il y a là. Et pour aider la voiture, parce qu'elle se déformait, on a créé donc en 3D la même voiture, donc on a repris et on a remappé sur la vraie voiture, la voiture en synthèse pour redonner une forme dynamique au saut de la voiture, vous voyez. Donc vous voyez, le vrai, le pas vrai, le vrai, tout ça est mélangé, c'est une espèce de sandwich en fait de réel et d'images de synthèse qui en fait qu'à la sortie vous avez l'impression que tout est... Donc ça c'est par exemple ce qu'on appelle un top rider, c'est ce qu'on a créé nous. Alors top rider c'est une nouvelle façon de... On s'est aperçu au bout d'un moment que on ne peut pas mettre les comédiens au milieu d'une séquence d'action, ça pète dans tous les sens. Voilà. Donc on s'est dit, comment faire qu'en fait on ait un comédien qui ne conduise pas et qu'en fait on puisse avoir de l'action à l'intérieur, des dialogues et ainsi de suite. Donc il y a deux solutions pour ça, soit vous mettez les comédiens dans un studio sur fond vert, on tourne tout ça,
on bouge la voiture, on fait plein de conneries voilà, pour que ça ait l'air un peu plus vrai, on met des ventilateurs, ainsi de suite. Et après, tout ce qui est derrière, c'est réincrusté, où maintenant on a les écrans LED, c'est-à-dire qu'on a des trucs projetés, qui fait qu'effectivement on a l'impression que c'est ce qu'ils ont fait sur Children of Men. C'est un super beau film où il y a une séquence en plan séquence à l'intérieur d'une bagnole, où en fait il y a un 360 degrés à l'intérieur de la voiture, et avec un accident, des gens qui attaquent, mais tout ça est fait en studio et en image de synthèse. Bon. Nous on a fait ça différemment, c'est quand tu es arrivé, ça date, on a décidé de déporter la conduite. Donc, au lieu d'avoir la conduite sur le volant à l'intérieur, on a mis un cascadeur, enfin stunt driver, sur le toit. Donc du coup lui il conduit la voiture, c'est un vrai cascadeur. Et à l'intérieur, on a les comédiens qui font semblant de conduire, et ce qui nous permet de mettre les gens, de faire des 180, des 360 degrés avec la voiture, de se battre, de se tirer, de faire ce qu'ils ont envie, et surtout être à l'intérieur avec eux, avec les caméras, et d'avoir de les tourner en réel, et surtout d'avoir du jeu, du vrai jeu, et pas que ce soit fake, c'est-à-dire pas qu'on ait des gens sur fond vert, où souvent ça devient au bout d'un moment assez rébarbatif d'enchaîner les jours de tournage sur fond vert. Donc cette technologie mixée fait qu'effectivement aujourd'hui on arrive, je parlais de John Wick tout à l'heure, on arrive à réamener du réel dans les films, ce qui fait que ça fonctionne. Regardez sur les succès, il n'y a pas de secret. Quand les films sont faits à 100% en 3D, je parle des films d'action comme ceux-là, les gens au bout d'un moment s'en rendent compte. Pourquoi John Wick remarche et pourquoi le 3 et 4, c'est tout simplement parce que ils ont tout refait en réel. Ils ont ou les Missions Impossibles, ou les films avec Cruise, parce qu'en fait, ou les films de Michael Bay, parce qu'en fait, on s'est aperçu que les gens ont une capacité à ressentir les choses beaucoup plus facilement et avec plus de force quand on faisait en vrai. Donc, chaque fois, on revient au storyboard, et à chaque fois, vous voyez, l'image que vous avez vue en vrai, c'est l'image du storyboard qui a été faite avant. Alors, on arrive au camion. C'est vraiment comme des jouets. On s'est dit comment balancer une voiture, parce que la voiture elle est censée être percutée. Donc on fait des essais, on la câble, et là donc on a des gens qui sont spécialisés dans les effets mécaniques, et on se dit tiens, si la voiture elle va faire ça, elle ne va pas naturellement, même si on met un tremplin. Donc en fait on prend un câble avec une grue et on la tire tout simplement. Ou bien on met un espèce de canon qui propulse très très fort, et la voiture va passer. Donc en fait, quand vous avez le storyboard, vous avez le plan de la voiture qui démarre comme ça, elle fait un tour comme ça, c'est deux plans différents, mais c'est deux installations différentes dans le tournage. Donc c'est ce que vous voyez là. Ça c'est un canon qui la propulse juste comme ça. Et le plan du fil que vous avez vu tout à l'heure, ça la tire plus loin. Voilà. Alors là, c'était ce camion qui normalement devait arriver et la propulser. Donc là, il y a toute l'installation de caméra. Mais on va vous montrer aussi comment. Donc ça, c'est de la vraie cascade. Vous voyez, faut passer, on passe pas loin. C'est vraiment, on est à quelques centimètres. Bon, les caméras qui sont protégées dans tout ça, ce que vous voyez, c'est des caméras dans ce qu'on appelle des crash box. C'est des trucs où la voiture peut tomber dessus, il ne se passe rien. Et après, vous allez avoir tout le dispositif du camion. On s'est dit, voilà, un camion qui part en travers, deux solutions là encore. Un camion qui se met en portefeuille, moi j'ai fait sur transporteur, il peut le faire en vrai. En cascade, on le fait en vrai. C'est-à-dire qu'on équipe avec un espèce de frein hydraulique, il part comme ça. Sauf que ça part plus ou moins comme ça et où on veut. C'est-à-dire que sur transporteur, par exemple, sur transporteur 3, on est dans la forêt, quand le camion il part comme ça et qu'il évite une voiture, la première prise elle était nickel, on dit tiens on va la refaire, on change de position de caméra pour avoir d'autres plans. On se positionne, moi je cadrais bien dans l'axe, j'étais dans le fossé, la première était passée à 2 mètres, donc impeccable. Et puis la deuxième, le camion arrive, il arrive quand même à 100. 100 quand il se met en portefeuille, je veux dire, vous voyez le truc arriver, ça va vite. Hein. Et puis là je vois le camion qui saute comme ça, alors que, la remorque, je me dis c'est pas normal, juste avant, donc j'ai même pas réfléchi, j'ai balancé la caméra. On est parti dans les bois, et le camion a glissé, c'est-à-dire que la remorque a glissé et a découpé 20 mètres de pain comme ça. C'est pour vous dire que mécaniquement, voilà. Donc suite à ça, quand je vois arriver cette scène et je me dis comment on va faire ça, là on s'est dit on a d'autres solutions, et on avait entendu parler sur un film où ils avaient mis en fait comme les camions de pompiers américains, où les roues à l'arrière des camions de pompiers américains qui sont très longs, ils tournent avec le camion. Ce qui veut dire qu'il y avoir une remorque avec les roues dans l'axe,
En fait, quand vous tournez le volant, bon, sur les camions américains, c'est même un mec derrière qui tourne, mais là, vous avez les roues qui se tournent. Donc là, on s'est dit, si on veut le faire partir dans l'autre sens, en fait, il va falloir mettre les roues droites, et puis que ce soit la remorque qui tourne de façon à ce qu'on puisse, au centimètre près quasiment, gérer le déport. Donc c'est ce qu'on a utilisé. Et du coup, on a pu faire cette cascade de façon sécure et passer 150 fois avec la voiture de flic à 10 cm du bout du... Sinon, vous prenez une remorque pleine face. Bon, vous avez vu ce que ça donne sur la route en général. Alors, je me rappelle ce qui se passe après. Donc voilà, là, c'est quand les deux voitures et tous les éléments. Donc après on efface, bon ça vous avez, je pense que vous savez comment ça fonctionne. Tous les éléments, donc ça c'est tourné sur un parking, remis sur l'autoroute. Il y a plein de choses qu'on a pris à des endroits, retourné donc sur le vrai décor, tourné sur un parking, remis sur le vrai décor. Donc c'est vraiment une espèce de mix qui est assez compliqué. C'est des semaines de montage, hein, ça se passe pas comme ça. Et là, toujours pareil, le storyboard qui est la Bible. Chaque élément du storyboard est véritablement... Ah, c'est un début. Momo. Non, il veut pas. Il prend pas en charge le... Bon, c'est pas très grave si vous avez pas l'image pour l'instant. Donc, quand on se retrouve à tourner tout ça sur une autoroute, en parallèle, vous avez une autre problématique qui soit... En fait, ça s'est arrêté au milieu. Comme ça. C'est un moment de synthèse pour le voilà, c'est un faux, c'est pas vrai. Quand on se retrouve à tourner ça, l'autre problématique qu'on a, c'est que vous ne bloquez pas une autoroute pendant 2 mois. Surtout qu'on est à Los Angeles, et qu'un autoroute à Los Angeles, déjà le bloquer 2 week-ends, c'est compliqué, alors 2 mois, c'est inimaginable. Sur un film américain, ils s'en foutent parce qu'ils ont de l'argent, donc ils bloquent l'autoroute pendant 2 mois, 3 mois, ils s'entraînent dessus, mais c'est des films qui coûtent à la fabrication 100... quand il y a le truc du camion qui roule, c'est un peu après. C'est là. C'était là. Et donc le truc c'est qu'on se retrouve à faire énormément de répétitions sur des parkings, dans des endroits sur des terrains vagues, de façon à être prêt quand on va tourner. Et on attend de savoir combien de temps on va nous donner l'autoroute pour le faire. Donc ça c'est une réalité aussi économique. C'est une location. Et donc du coup on se retrouve à tourner, là on nous dit vous avez 2 week-ends. Et là vous regardez, la scène elle est super longue et normalement il faudrait être minimum 3 semaines pour le... Donc en fait il faut là aussi s'adapter en se disant ça, tous les intérieurs de la voiture je pourrais les tourner dans un endroit qui ressemble avec 2-3 palmiers au bout et ainsi de suite. En fait tous vos plans ils vont être tournés à plein d'endroits différents sans que vous jamais vous en aperceviez. Un film comme Taken 3 on l'a tourné à Los Angeles 3 semaines, à Atlanta 2 mois, à Paris 1 mois. Donc en fait vous avez le monde entier, sauf que le film se passe intégralement à Los Angeles, et vous, quand vous voyez le film, vous vous dites c'est tourné intégralement à Los Angeles. C'est un film que j'ai fait pour Netflix, on a tourné tout en Afrique du Sud, le film se passe à Détroit, aux États-Unis. Même les gens de Détroit m'ont dit « Ah, c'est génial cette anticipation de Détroit ». J'ai dit « C'est tourné intégralement à Johannesburg ». Parce qu'on a amené de la signalétique, tout un tas de trucs qui fait qu'on a l'impression que c'est tourné aux États-Unis. Il faut savoir que à Johannesburg, enfin en Afrique du Sud, la conduite est à gauche, par exemple. Toutes les voitures, enfin à droite, donc toutes les voitures, on a dû trouver des voitures avec la conduite à gauche. Donc ça, c'est aussi la problématique du cinéma. Je continue sur notre ami le container. Donc là, il y avait un container qui tombait. Donc comme tout à l'heure, on a notre storyboard, et à partir de là, on se dit comment est-ce qu'on va faire tomber un container et puis il va rouler sur les voitures. Voilà, il ne veut pas. Remouvons. Si il est reparti. Technologie allemande, c'est ça. Et en fait, c'est un peu la même chose, c'est que là, on doit se poser la question. Donc on crée un container avec des roues, on a fait, vous allez voir s'il arrive plus tard,
espèce de roue qui fait que le container on aura l'impression qu'il va arriver sur les voitures, alors qu'en fait on va le tirer avec un câble, il va rouler. C'est vraiment comme des jouets, comme on est revenu. Tout ça vous l'avez vu. Patrick, en fait, il s'arrête toujours au même endroit. D'accord. Et donc du coup, chaque élément qu'on va créer, chaque élément de l'action, c'est un dispositif différent. Donc là, une fois qu'on a fait tous les trucs du camion, ce container, on s'est dit, s'il doit continuer s'il doit tomber et écraser les voitures, un container de base, il va s'arrêter, bing, on n'en parle plus. Voilà. Donc en fait, on a mis des grosses roues en acier de chaque côté, on a tiré le container, il a roulé. En fait, ça s'arrête toujours au même endroit. Après, là, à partir de là, voilà. Quand tu le mets en play. Et donc du coup, on avance dans tout ce process. Et puis maintenant, on se dit, ouais, mais le container, on veut qu'il s'arrête un moment. Donc même si on efface tout et que vous avez l'impression que le container efface tout, à un moment, vous apercevez qu'il y a des éléments naturels qu'on a nous créés en faisant rouler ce container qui ne sont pas naturels pour le coup. Donc c'est là où on reprend la synthèse pour recréer des moments, on va dire, des accidents. Donc c'est là où c'est paradoxal, c'est que on tourne en réel pour arriver à faire des choses réelles, mais des fois le réel n'est pas assez réel, donc en fait on l'emmène dans une autre problématique, donc du coup on doit réutiliser la synthèse pour rendre un tout petit peu de réel. Donc c'est un film d'action, c'est véritablement, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, c'est mécanique, et c'est un deuxième film en soi, et les problématiques vous les avez quand vous tournez, mais vous les avez 6 mois plus tard quand vous êtes en train de monter. Vous avez monté tout ça, on fait des projections test souvent, même des scènes des fois, où les gens on leur demande, on leur dit, on prend un panel test, mettons 30 personnes, et on leur dit, on leur pose toutes les questions de la Terre, et là on voit qu'ils ont une perception qui n'est pas du tout la même que la nôtre. Et c'est comme ça qu'on peut corriger. On arrive à corriger les choses en se disant, ça c'est pas compréhensible, ça c'est pas assez, on n'a pas assez poussé, ou ça c'est trop, et ainsi de suite. Donc on ne fait pas sur toutes les scènes, je vous rassure, mais on le fait, par exemple, quand on a fait Taken 2 ou Taken 3, comme c'est des gros films, c'est la Fox qui distribue ça dans le monde. Le film, il a à peine fini de monter, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la musique, il n'y a rien, il n'y a pas d'effets spéciaux. On a fait ça à la vite, donc c'est un peu... Et en fait, on se retrouve à Ventura, dans un énorme complexe de cinéma, et on projette le film devant 500 personnes choisies, c'est-à-dire un public de base. Donc ils voient le film, donc on a mis de la musique test, tout ça. Et eux, ils ont l'impression de voir un vrai film. Et à partir de là, on prend toutes leurs notes, tout ce qu'ils ont compris et pas compris, et on analyse tout ça en se disant comment, dans les semaines qui nous restent avant d'avoir finalisé, d'être en mix, d'être en post-production finale, en étalonnage et ainsi de suite, comment est-ce qu'on peut corriger ça? Est-ce qu'ils ont bien compris ça? Voilà. Donc c'est pour ça que le cinéma, et surtout le cinéma de genre, c'est un process qui jusqu'au dernier moment s'affine en permanence, et en fait on s'enrichit systématiquement et en permanence parce que le monde évolue. C'est ça qui est aussi hallucinant, c'est que nous on fait des gros films, donc on a des logiques. Quand vous faites un Taken 1, tout le monde s'est posé la question, pourquoi ça a marché? Alors aujourd'hui on comprend pourquoi ça a marché. Mais quand à l'époque le film vient de fonctionner, on ne sait pas pourquoi celui-là marche et les autres ne marchent pas. Pourquoi aujourd'hui un petit truc en plus fonctionne? Alors qu'il y a une comédie la semaine d'avant qui ne marche pas, et une comédie la semaine d'après qui ne marche pas. Et que ce film-là n'était pas fondamentalement sur papier un film qui allait marcher. C'est-à-dire que puis Artus a mis quelques années avant de le faire. Donc en fait c'est là la magie et le mystère du cinéma. C'est que rien n'est écrit, vous n'avez pas de recette. Vous savez comment arriver à toucher un certain public, mais comment est-ce que vont percuter, vont aimer, vont faire que tout d'un coup ils vont sortir ce film, en parler, ça c'est un vrai mystère, et vous essayez d'affiner le plus possible pour qu'effectivement, jusqu'au dernier moment, vous puissiez effectivement avoir le maximum d'opportunités, que le maximum de gens le voient. Voilà. Donc quand on fait de l'action, comme je vous disais tout à l'heure, il y a 2 films. Ces 2 films-là, il faut qu'ils soient émotionnellement très forts. Donc là, on s'est posé la question de savoir pourquoi le 1 avait marché, pourquoi Taken a marché. Et là, on s'est aperçu que politiquement, on est dans une période d'Obama, où en fait, il y a une vraie crise,
Et c'est là, en fait, on s'aperçoit que le monde entier est lié et qu'il y a une espèce de boule de neige qui s'est créée. Et il y avait, c'était en février, le film est sorti aux États-Unis en février, et en fait, il y avait une espèce de dépression chez les gens. Et ce qui fait que quand ce film est arrivé, ils se sont projetés sur le rôle de Liam Neeson comme un peu le père, l'oncle, enfin le protecteur, qui allait effectivement, mais c'est assez hallucinant qu'on s'en soit aperçu, alors que c'était très simple, le scénario il est super simple à la base. Et c'est en ça qu'effectivement, derrière tous les films ont essayé de faire la même chose et ça ne refonctionne pas, parce que la société elle a changé, et elle change tout le temps. C'est pour ça que, pourquoi on teste les films? On ne les teste pas ça ne fait pas super plaisir d'avoir des gens montrer un film pas fini, ainsi de suite. C'est qu'en fait, on voit il y a des choses qui émergent tout d'un coup de ce dont les gens ont envie et pas envie. S'ils ont envie, ils ne savent pas vraiment. Vous ne savez pas qu'est-ce que vous avez envie de voir demain, il n'y en a pas encore le même avis. Par contre, ce dont vous n'avez pas envie, ça, bizarrement, il y a des choses qui viennent communes à pas mal de gens. Donc c'est là où effectivement on a un film. Est-ce que ça marche? Ça marche, mais je sais pas où c'est. C'est le container. Il est plus loin. Je l'ai vu, il est plus loin. Voilà. Est-ce que ça a marché? Yes. Bravo. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, voilà. Vous imaginez votre voiture là-dessous. Et alors après, on a dû enlever les cerceaux, machin, et ce que je vous ai précisé tout à l'heure. Et ça, voilà, c'est toute la partie 3D qu'on rajoute par-dessus pour rajouter ou pour recorriger certaines déformations de tournage. Donc on a le container qui était en vrai, et on remet par-dessus notre container en 3D, et à partir de là, on insiste sur certains mouvements, on le fait aller un tout petit peu plus loin, voilà. C'est pour ça que c'est une combinaison. On pense qu'il n'y a rien et que les gens ils créent des trucs en 3D, non, en tout cas sur les films comme ça se passe comme ça. Tous les gros films d'action, en tout cas, se sont faits de cette façon. Alors après, on va arriver à la scène de l'avion, ce qui est assez... Bon là, c'est un peu de 3D, ok, Rodolphe, bonjour Rodolphe. C'est-à-dire qu'un tournage comme ça sur une autoroute, c'est 340 personnes par jour. Hein. Là, on arrive à la scène de l'avion. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure des avions. On en a découpé un. On l'a coupé parce qu'en fait, l'avion sur la cascade devait monter son nez, comme ça. Donc, comme vous avez vu avant, on l'a mis avec un petit truc d'aéroport. On l'a monté avec une structure. Et puis, en fait, il y avait comme une grue qui faisait ça. Et on a gardé l'autre avion pour avoir le rolling de l'avion et avoir tous les plans larges. Dans la cascade, donc, il y a une voiture qui vient empêcher l'avion de décoller, qui vient taper le train d'atterrissage avant. Donc, comme ça, en valeur absolue, vous dites, vous voyez tous les gens autour de l'eau, est-ce que ça va être possible, même avec un faux avion, de faire ça? Et là, l'Avanchi, qui conduit la Porsche, dire, ah bah si, c'est facile ça. Donc, faire comme ça, partir en biais, parce que vous avez dessiné le truc, donc vous dites ouais bon, et après on se dit ah c'est peut-être un peu compliqué à faire. Et puis en fait, au début ils mettent un poteau, et puis on s'aperçoit qu'ils font 20 prises et qu'ils arrivent systématiquement à 10 cm près à taper exactement au même endroit. Donc mais après il faut intégrer le mouvement, parce que le mouvement c'est encore autre chose. Donc, pareil, ils prennent une voiture, ils mettent un truc avec un poteau, c'est très bricolé. Et puis en fait, ils refont la même chose, et là vous apercevez, ils arrivent quasiment... Donc après on se dit, on peut se mettre notre avion parce qu'il ne faut pas le casser au premier coup. Et c'est comme ça que vous arrivez à la scène qui est tournée avec la Porsche qui va faire ce jour-là 18 fois la même cascade. Et on en avait une vingtaine de trains d'atterrissage en plastique, du faux. Et systématiquement, il venait taper, il arrive vite. Hein, et la roue elle partait à tel endroit. Alors après il fallait que la roue soit plus ou moins raccord quand elle partait. C'est pour ça qu'on l'a refait autant. Donc là on est vraiment dans la précision. Donc ça, on fait les cascades à vide. Là, vous avez... Et vous voyez, elle passe vraiment dessous, c'est précis. Et ça vient taper systématiquement au même endroit. Là, c'est l'autre avion. Donc, on passe d'un avion à l'autre. C'est l'avion qu'on a, nous, utilisé, l'autre avion qui est poussé tout simplement pour faire le rolling. Donc là, vous avez tout un montage. Complètement désossé. Ah là, il n'y a plus rien. Il est le plus léger possible. Par contre, il roule. C'est comme une voiture, on aurait tout enlevé. Voilà tout ce qui se passe avant, toutes les installations caméra qu'on met sur une voiture. Bon, après, on est dedans. Souvent, moi, je suis caméra à l'épaule dedans, c'est avec une caméra portée. Donc
là, on arrive, il va... Donc après, on efface effectivement systématiquement tout ce qu'il y a derrière pour avoir vraiment un avion qui... Il y a Misson qui fait des grimaces, ça marche très bien. Et on met même des explosifs pour faire... Enfin, au moment où elle va toucher, pour donner un effet pyrotechnique. Voilà. Mais ça, on le fait 1 milliard de fois. Ça fait, on l'a fait 18 fois, 19 fois plus. Plus avec l'autre avion pour l'approche. Donc en fait, vous voyez la précision de la cascade. On l'a fait pas une fois, on l'a fait vraiment 18 fois avec l'avion comme ça, et après je sais plus combien de fois avec le vrai. Et du coup, c'est toute cette combinaison qui fait que... Toute cette combinaison qui fait que vous arrivez à avoir des séquences qui sont globales et qui sont à la fin. Enfin, sur celle-là, elle doit faire 2 minutes, 3 minutes. Qui sont... Enfin, il y a tous les plans qui ont été dessinés, ont été tournés. C'est ça qu'il faut comprendre pour une action. C'est que pourquoi on fait un board aussi précis, c'est que vous validez tous les dessins, chaque dessin va être en gros le film. Vous regardez le board qu'on a fait des mois et des mois plus tôt, vous regardez le film et vous comparez, c'est exactement la même chose. Donc c'est là où il faut projeter, et c'est là où je dis que ce sont 2 films. Quand vous faites du cinéma, vous faites des films normaux, des thrillers normaux, sans action, sans rien, vous ne prévoyez pas ce qui se passe avec les comédiens. Vous voyez au maximum. Mais l'émotion, c'est quelque chose qu'on travaille quotidiennement, chaque heure, chaque moment avec les comédiens. Même si on projette les choses, même si on répète, même si... Il y a énormément de choses qui se passent. Sur l'action, c'est exactement l'opposé. C'est pour ça que je dis ce sont 2 logiques de cinéma, qui doivent se regrouper pour faire un film d'action. Et c'est comme ça qu'on fait, on va dire, les films d'action qui fonctionnent. Je suis arrivé au bout de ça. Est-ce que vous avez des questions pour continuer à parler de ça? Oui. Bertillot. Une question. Ça va être stupide. Avec les comédiens ou avec l'équipe technique et tout ce qui est justement ce que tu viens de nous expliquer. Qu'est-ce qui est le plus dur à gérer? C'est les comédiens ou est-ce qui est le plus dur à gérer? Non, globalement, de toute façon, ce qui sera toujours plus dur à gérer sera la partie technique. Parce que la partie technique nécessite tellement de gens différents. La météo, c'est-à-dire que vous vous rendez compte quand on fait un film déjà normal de base. Par exemple, que nous on le tourne à Istanbul. Moi, je fais le repérage à Istanbul au mois de juillet-août. Il fait hyper beau, c'est génial, le soleil est génial, la lumière. On a 14 heures de lumière par jour. Voilà, le rêve. Et là, on me dit, tu vas tourner novembre-décembre. Et là, je commence à regarder la météo parce qu'on travaille, on regarde tous les trucs météo depuis ces 15 dernières années. Et je fais, mais juste déjà ce qui s'est passé l'an dernier, l'année d'avant, même si le météo change assez rapidement aujourd'hui. Et là, on regarde le truc et je dis, mais comment on va faire? Parce que là, Et on arrive sur le tournage, bien entendu. Et là, on essaye de cadrer, de dire, bon, là, on va plutôt tourner dans le sud de la Turquie, par exemple, tout ce qui se passe au début, quand il faisait très mauvais à Istanbul. Mais en fait, il fait mauvais tous les jours. Et c'est pas du tout le Istanbul qu'on connaît, que moi j'ai vu pendant les repérages, et surtout pas le Istanbul qu'on a envie l'image qu'on avait envie de donner. On voulait un film qui soit radieux, qui soit brillant, qui soit clair, enfin voilà. Et en fait, on se chaud, et en fait, on se retrouve à avoir de la pluie tout le temps, une lumière. Le jour se lève à 9h et à 4h, il n'y a plus de lumière. Donc en fait, là, on doit jouer avec tout ça. Le matin, il grêle, 1 heure plus tard, il y a un bout de ciel bleu, 1 heure plus tard, il repleut, 1 heure plus tard. Et ça, c'est la problématique qui fait que c'est pour nous, c'est ça le plus dur. C'est vraiment ça le plus dur, c'est gérer ça. Vous tournez dans le Grand Bazar à Istanbul, ils ont décidé que vous ne tourneriez pas, les gens qui travaillent ici. Donc en fait, vous êtes juste en train de tourner une scène dans une petite ruelle ridicule avec 2 caméras, on est 15, et là il y a 2000 personnes autour qui vous empêchent de tourner parce qu'il y a 2 mecs avec leur chariot qui ne veulent pas faire le tour par une autre rue. Donc c'est pour ça que la technique c'est toujours la technique qui nous emmerde. Les comédiens, bien sûr qu'il y a des gens plus compliqués que d'autres, mais globalement, les comédiens on les a choisis. Globalement, on commence à avoir l'habitude, globalement on sait les mettre en scène. Moi en permanence je fais des masterclass parce que ça me permet systématiquement aussi de continuer à faire travailler le muscle de comment on s'adresse aux comédiens, comment on devient encore plus précis. C'est un métier en permanence qu'on fait évoluer. Mais je dirais que c'est pas le plus difficile. Le plus difficile est probablement au début quand on fait ses premiers films, parce qu'on a une appréhension, parce que c'est de l'humain, et puis parce qu'il y a des gens qui sont déjà très connus. Mais en fait, c'est pas le plus difficile, parce qu'on arrive toujours à créer une famille, à créer une espèce de groupe autour de vous qui
qui vous porte, qui vous protège, qui va dans le même sens. Le metteur en scène, on le présente toujours comme une espèce d'enfant roi, c'est pas ça du tout. C'est une espèce de... C'est le contraire, c'est la personne à qui on pose tout le temps des questions sur des conneries, mais des trucs toute la journée. Vous êtes une usine à réponse, quoi, voilà. Donc c'est ça qui est le plus compliqué. Je pense que l'équipe technique ou la caméra, si vous avez un problème de caméra, un problème de son, un problème de n'importe quoi, je vous invite à regarder Lost in La Mancha, le film, un film qui a été fait, enfin un documentaire qui a été fait sur le tournage de Terry Gilliam sur Don Quichotte, un film qui s'est jamais fait, enfin qui a fini par se faire très bien plus tard. Et en fait, ils en ont fait un documentaire tellement le film était une catastrophe nucléaire en termes de tournage tous les jours. Ils en ont fait un docu, le docu a dû mieux marcher que le film aurait marché. Ça vous explique on va dire la problématique du cinéma, qui n'est pas du tout une problématique, c'est pas simple, on n'arrive pas, on tourne, non, ça se passe pas comme ça, jamais comme ça. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y aura une suite de Tekken 4? Non. Non. La réponse est super simple, non, jamais. Non. Non. Non, parce que j'avais vu sur YouTube que... Ah bah, y a toujours des gens qui mettent des trucs, mais non. Liam doit avoir 70 ans là aujourd'hui, 70 ans, je ne sais plus. Non, physiquement c'est déjà très dur, c'était déjà très dur à l'époque. Et après, voilà, la problématique est de se dire, est-ce qu'on a envie, dans le scénario, là, c'est très compliqué d'imaginer. Après, c'était un joke de dire bon, tiens, c'est le chien de la fille, c'est le fils qui a Et California. Colombiana. Ouais. Colombiana, c'est plus compliqué, c'est parce que c'est plus compliqué. Zoé a fait des énormes succès avec les films, les gros films qu'elle a fait avec Les Gardiens de la Galaxie et Avatar qu'elle a tourné, et elle était pas disponible tout simplement pendant 10 ans, et il y a encore, ça continue. Donc c'est impossible pour elle de faire des films de plus de 2 mois. Avant c'est 3 semaines, non, et quand on fait un Colombiana, c'est 6 mois minimum entre la prépa et le film. Donc c'est un problème là on a voulu, on a essayé, mais c'est pas possible. Parce qu'ils auraient pu faire une suite. Oui, il a pas une suite. Tout à fait. Et Transporteur, non. Tout à fait. Et Transporteur. Transporteur, ils ont déjà fait un 4 qui n'a pas marché, Jason ne veut plus le faire, mais ça ne fera jamais. Est-ce que vous savez parfois si une scène va être tournée qu'une seule fois ou pas? Oui, le train, par exemple, le train avec la voiture dans Tekken 2. Vous avez un train qui va venir éclater une voiture avec une explosion. Bon, vous n'allez pas le faire 15 fois, vous le faites une fois. Donc vous préparez tout, et puis ça, voilà, ou quand vous faites une explosion, vous faites sauter un truc, bon, vous le faites rarement 2 fois. Quand on est sur Last Days, le film que j'ai fait pour Netflix, c'est une caravane qui explose, bon bah on le fait une fois. Il y a combien de caméras pour ce Voilà, on met le maximum, on met 7, 8, 9, peu importe. On en met le max parce qu'on fait le truc une fois, donc on ne peut pas se dire. Et on sait en fait que par exemple quand il y a une explosion, il y a une telle... La force en fait, l'impact du bump de l'explosion est tel qu'il y a des caméras qui vont s'arrêter. Avec le temps, on arrive à avoir cette expérience de s'apercevoir qu'il y a des caméras qu'on a déclenchées qui s'arrêtent parce que l'impact est tel en termes d'onde que en fait ça arrête. L'onde de choc est telle que ça arrête. Sur le train, l'impact du train, par exemple dans Tekken 2, sur la voiture, il y avait 2 caméras à l'intérieur de la voiture. En fait, l'impact était tel que ça s'est arrêté à l'instant. Mais quelques images avant, même qu'on voit, donc c'est hyper puissant. Donc c'est pour ça qu'il faut en mettre partout. Et puis il y a des endroits qui sont on se dit, il y a des fois, il y a des plans, ça marche en un plan, mais il y a 15 caméras. Par exemple, là, ce plan, là, on voit le béton s'arracher, ça c'est du synthèse. Non, pas du tout, c'est un vrai... C'est un espèce de... comme de la pierre de Paris, donc en fait... D'accord, donc du coup, tu as plusieurs blocs qu'il faut déplacer à chaque fois. Ouais. Au moins, oui, on a plein de blocs d'avance, on refait. C'est du temps. Parce que j'ai eu la chance d'assister à la scène de 3, je ne sais pas si vous l'avez faite. Non, j'ai pas vu, Il y a 2 ou 3 mois. En fait, il y a une remorque, une dépanneuse qui descend du cimetière marin de 7, qui prend un virage, qui percute un SUV qui est sur le porte-fond, le SUV part en l'air, il retombe sur la route, en ayant percuté le rocher qui était à face. Quand on voit ça, on se dit c'est pas possible que ce soit reproduit à plusieurs reprises. Non, globalement c'est très compliqué de refaire à plusieurs reprises, ça c'est sûr. Donc soit ils l'ont fait en vrai, soit je l'ai pas vu, donc c'est fait en synthèse.
Je sais pas, mais non, on essaye de... Après, on cadre les choses, il y a des câbles, il y a plein de choses. Quand vous balancez, par exemple, sur Transporter 3, vous balancez une bagnole dans un lac, bon, c'est une Audi, enfin, censé être une RS8, 250 000 euros, vous la balancez pas 15 fois, quoi. Là, vous prenez une poubelle que vous réaménagez en Audi, et puis quand vous la balancez, ben, vous le faites une fois. Voilà. 3 semaines pour récupérer la voiture au fond, parce qu'il faut la ressortir. Donc, les choses, vous les faites une fois et vous essayez de... Voilà. Le cinéma français n'a pas cette culture, donc c'est vrai que c'est compliqué d'arriver... Souvent, pourquoi on n'arrive pas à faire ces films d'action en France? Parce que bah, personne n'a la culture, même les chaînes n'ont pas la culture. Ils veulent vous donner une misère, mais c'est juste que ben, en face de nous, on a John Wick, en face de nous, on a Mission Impossible. Enfin, c'est ça la réalité. C'est pas les mêmes budgets non plus. Voilà. Mais par contre, c'est des chefs cascadeurs français. Oui, bah, de toute façon, depuis très longtemps, on a les meilleurs. Et avec l'arrivée des IA, par rapport à, par exemple, au moment où tu as fait ton film et aujourd'hui, il y a quand même, j'imagine, une nouvelle progression en termes techniques, technologiques ou quoi qu'est-ce. Les IA ne retranscrivent que ce que tu leur donnes. Ouais, d'accord. Okay. C'est toujours pareil. Ouais. C'est-à-dire qu'une IA, oui, c'est magique, hein, mais ce que tu mets dans l'IA, c'est l'homme qui l'a produite, hein. Si tu lui donnes rien, elle te restitue rien. Elle ne va pas inventer à ta place des choses. Donc, du coup, que ce soit un scénario, une image, si tu lui donnes des milliards d'images, elle va te produire une image qui correspondra à ce que tu cherches, mais si tu lui donnes 15 images, ça va être à peu près. Donc c'est toujours le même problème. Là, la problématique des films d'action, c'est que, surtout quand on a de la destruction, c'est les déformations physiques sont tellement complexes dans la réalité qu'il faudra les filmer toutes. Et c'est un travail sans... Voilà, déjà, rien que sur les coups de feu. Depuis les accidents qu'il y a aux États-Unis, il y a de plus en plus de pays qui interdisent totalement les coups de feu à blanc sur les tournages. Bah parce que c'est pas bien encadré, ainsi de suite, hein, il y a des raisons. Et aujourd'hui, ben là, rien que les banques on va dire, de muzzle flash, c'est-à-dire juste des... voilà, c'est toujours la même chose, quoi. On voit des films, on voit toujours le même truc. On se dit, bah non, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Parce qu'en fonction de la luminosité, il y a plein de choses qui, physiquement, ça se passe jamais de la même façon. C'est jamais le même. Donc en fait, ça fait fake, on dirait un jeu vidéo très rapidement. Alors que l'IA, normalement, est là pour nous assister. Mais on n'a pas assez. Quand nous, on le fait, on en rajoute, on en filme. Moi, ça m'est arrivé, on en filme des kilomètres. On prend toutes les armes qu'on a utilisées sur fond noir et on les filme. À telle image, à 25, à toi tu filmes à toutes les vitesses pour avoir toute la... Et ça c'est un travail, il faudrait le faire sur les personnes, c'est beaucoup d'argent, ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'il y a, oui, mais après, si on est la problématique elle est toujours la même. Si on est capable de le faire en vrai plus rapidement, pourquoi est-ce qu'on demanderait à l'IA de le faire et qu'on mette énormément d'énergie et d'argent pour créer Pour en arriver là, vous avez quelle formation? Aucune. Non, mais vous avez Pas commencé par quel exemple? Rien. Moi, je viens du graffiti et voilà, j'ai peint pendant des années. Et, ah d'accord, c'était votre premier. Ouais, et en fait, je suis arrivé dans le cinéma par hasard. J'ai fait un cours, 2 cours, 3 cours, plein de cours. J'ai créé un long, 2 longs, 3 longs, plein de longs. Puis voilà, un jour on m'a proposé de faire un clip et une pub et ainsi de suite. Et je continue à peindre. C'est la peinture qui me faisait. J'avais la chance d'avoir la peinture qui me faisait et qui me laissait du temps pour avancer. Et voilà, c'est une double vie. Et le cinéma a pris le relais, on va dire, en termes de masse de temps sur la peinture. Mais j'ai jamais été dans le cinéma, donc je suis pas un bon exemple. Oui, ou même la cascade. Les cascades, on apprend. J'ai fait mon 2e film. On m'a dit c'est un film d'action. Je fais bah non, c'est un thriller. Parce qu'il y avait un shooting dans un hôtel et que moi j'ai essayé de le faire le plus organiquement possible pour qu'on mette en danger. Il y avait une petite fille, un mercenaire, qu'on les mette en danger au maximum. Donc je l'ai imaginé comme mes personnes m'ont expliqué. Donc c'est souvent ça le cinéma. C'est souvent on crée notre propre méthodologie. Ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Attention, ça fonctionne pas pour tout le monde. Donc c'est pas un bon exemple parce que j'aurais tendance moi à dire dans une école on apprend plein de choses et on gagne du temps. Bon. Moi je bosse, je suis hyperactif donc je suis plein de choses donc ça me permet aussi en permanence d'essayer les choses
et qu'on ne vienne pas me demander ou que je n'ai pas à me pousser pour les faire. Je le fais par moi-même. Ça ne marche pas, je refais. Ça ne marche pas, je refais. Donc c'est pour ça que c'est pas un bon exemple, parce que c'est un cas particulier et je peux pas dire aux gens c'est facile. Non, c'est pas facile, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est mentir aux gens de leur dire oui, je peux leur dire j'y suis arrivé, vous pouvez y arriver, c'est sûr, mais j'en sais rien, je sais pas comment ils sont. Les futurs projets? Plein. Mais non, on est en période, c'est toujours pareil. On fait des films, on écrit, on a plein de projets, et puis on en fait un. Donc tous les projets qu'on a écrits, ils disparaissent avec le temps, parce que donc on réécrit, on remonte tout ça, et là j'ai plusieurs projets, que ce soit en France ou à l'international. Il y en a un qui va ressortir, que je vais faire, et puis voilà. Et les docus en parallèle aussi, parce que j'adore faire des docus. Et du coup, c'est une espèce de... C'est une machine qu'on nourrit, une machine créative qu'on nourrit en permanence. Et c'est comme ça, effectivement, qu'on reste tout le temps créatif. C'est la seule phobie, on va dire, qu'un metteur en scène pourrait avoir, c'est pas être créatif le matin quand il se lève. C'est la seule chose qui me ferait arrêter de faire ce métier. Me dire un jour, j'ai pas d'idée. Le matin, on se lève, on a 1 million d'idées, quoi. Rien d'autre? Vous pouvez donner la recette de la côte de bœuf aux Merci à vous.